Retrouvez votre émission Power Sport News avec la gamme haute performance Motul Engine, la plus vertueuse pour l'environnement. Bonjour à tous, bienvenue sur Power Sport News numéro 5, l'émission mensuelle qui débriefe le sport moto sous toutes ses formes. Et qui dit compétition dit tour de chauffe, qui dit émission dit sommaire. Dans cette émission d'été, place au supermotard, une discipline tout à fait unique qui mélange dans la même épreuve bitume et terre avec son champion Germain Vincenot. On quitte ensuite l'extérieur pour de l'indoor avec du trial et ses spectaculaires obstacles. Pour nous en parler, Benoît Binquez, vice-champion du monde. On n'oublie pas la culture avec un livre passionnant, un super polar qui vous tiendra en haleine, écrit par le célèbre journaliste Johan Jeune-Ouvrier. Et dans la rubrique découverte, c'est le Pays Basque que Blandine Capelli nous propose de découvrir. Avec nous, comme chaque mois, Pascal Tomec de Motul. Salut Pascal. Bonjour David. Alors aujourd'hui, on va parler de vacances au mois d'août. On va parler un peu de détente. Il y a des compétitions, mais pas seulement. Il y a aussi la moto plaisir. Et Blandine, elle est au Pays Basque. Elle a décidé de rester après le Wheels and Waves pour nous emmener sur les petites routes du Pays Basque, se faire plaisir. On la retrouve tout de suite. Salut Blandine. Bonjour David. Ce mois-ci, je ne suis pas sur une compétition. J'ai envie de faire un truc un peu particulier, vous faire découvrir une belle région, celle du Pays Basque. Donc je suis aujourd'hui à Anglette, à côté de Biarritz, à la concession 3C Moto avec Jimmy. Salut Jimmy, tu vas bien? Bonjour Blandine, oui, content de t'accueillir ici au Pays Basque. Eh ben merci. Alors Jimmy, je crois que tu m'as réservé un petit programme sympathique. Oui, tout à fait. Tu m'avais bien prévenu que tu voulais visiter, en tout cas, ou découvrir cette belle région. Voilà, que bien sûr, je me suis empressé de préparer un joli petit parcours, te faire visiter les côtés très locaux, les activités, la pelote, même te faire peut-être essayer aussi toutes ces petites particularités de notre région. Avec grand plaisir. Alors pour faire ma balade au Pays Basque, il me faut une moto. Jimmy, qu'est-ce que tu m'as réservé? Dis-moi. Alors, eh bien, écoute, tu m'as expliqué que tu avais le permis 125. Donc du coup, on avait préparé en tout cas déjà nous toute la partie des documents, un contrat, j'avais tout mis à ton nom. Hein. On va utiliser notre partenaire Envie de rouler, puisqu'on est aujourd'hui une agence Envie de rouler sur le Pays Basque. On a du 125 à la Goldwyn de disponible. Donc je ne peux pas te prêter la Goldwyn, j'aurais bien voulu. Mais je t'ai préparé du coup, comme tu viens de me le dire, CB125R. Alors Jimmy, ça c'est ma moto? Voilà, la petite CB125 dont je t'ai parlé, donc un modèle que tu connais, il me semble. Par contre moi j'ai pas de GPS, est-ce que je peux le brancher quelque part Alors pas de GPS, mais écoute, j'ai mieux que le GPS. C'est vrai? On a Jean-Luc, voilà, qui Bonjour. sera ton guide pour la matinée. Super, bonjour Jean-Luc, merci de m'accompagner. Bonjour Blandine. Alors, dis-moi un peu, quel est le programme alors? Le programme, écoute, je vais t'amener voir quelques petites pépites de notre beau Pays Basque. Et puis je pense que ça va te plaire. Et puis écoute, je t'en dis pas plus, hein. Je vais te laisser découvrir, tu me suis. Première étape, on a fait quelques kilomètres, on n'a pas été très loin. Jean-Luc, il y a un phare, où sommes-nous? Explique-nous s'il te plaît. Alors écoute, c'est vrai, effectivement, nous n'avons pas fait beaucoup de kilomètres. Nous avons roulé une dizaine de minutes. Nous sommes déjà donc au phare de Biarritz. Donc devant toi, tu as cette magnifique ville et côte de Biarritz, avec au loin la montagne mythique des Basques, qui est la Rune. Ensuite, tu as en fond de panorama donc la côte espagnole et tout à fait au bout là, la côte nord espagnole. Voilà. C'est quoi la suite? Écoute, la suite, on prend les motos et on va découvrir sur le terrain. Voilà. Ok, super. Allez, c'est parti. À tout à l'heure. Vous roulez en moto ou en scooter? Depuis 1997, Dogbiker prend soin de vos deux roues thermiques et électriques dans 26 centres en France. Tous nos forfaits entretien incluent 69 points de contrôle. C'est dire si on vous aime. Dogbiker. De retour sur le plateau de Power Sport News avec un invité exceptionnel, Germain Vincenot. Salut. Salut David, merci de me recevoir. Pascal, bonjour. Salut Vincent. Germain, tu es pilote de supermotard et nous, on adore le supermotard. Le principe du supermotard, c'est 70% d'asphalte, 30% de terre.
70% d'asphalte, 30% de terre, il faut être complet donc. Il faut être complet. On le pratique donc avec une base de moto de cross où on adapte des roues de vitesse pour faire plus ou moins simple. Mais la base reste une moto de cross et on met donc des roues des pneus slick sur lesquels donc, on est obligé de faire avec dans la partie terre où il n'y a pas beaucoup de grip, où ça glisse beaucoup et ça fait là tout l'attrait du spectacle de cette discipline. Et alors la question à 1000 €, les meilleurs en supermotard, c'est ceux qui viennent du cross ou c'est ceux qui viennent de la vitesse? Tu as dit 70% d'asphalte. Ouais, c'est vrai, mais malgré tout, la plupart des pilotes qui ont performé en supermotard, si on regarde un peu les stats, viennent du motocross. Parce qu'il y a la position. La position, la moto en SWAT, la façon d'utiliser la partie terre est quand même plus évidente pour un pilote de cross que pour un pilote de vitesse. Mais néanmoins, on observe ces dernières années une évolution du pilotage où la façon d'utiliser la moto, on balaye un petit peu cet esprit glisse et on va avoir tendance à rouler sur la partie asphalte au genou, donc à se rapprocher du pilotage de vitesse qui est très efficace. Ce qu'avait montré Jean-Michel Bell au guidon d'or. Exactement, ça c'est incroyable et en fait on observe qu'en fait les pilotes de vitesse qui donc savent utiliser la moto, relever l'angle tôt et utiliser cette surface du pneu plus large en ayant la moto droite sont plus efficaces que les pilotes de cross qui donc auraient tendance à sortir le pied et à mettre la moto un petit peu en glisse et la placer. Toi, pour ce qui te concerne, tu viens du cross. Du cross. Ouais, donc du coup, je fais avec le pied en tout cas, je fais avec le pied. Mais par exemple, moi, je roule pour une écurie espagnole et je fréquente beaucoup de pilotes de vitesse qui s'entraînent avec nous en supermotard. Des pilotes de Superbike ou de MotoGP qui, eux, savent faire que comme ça, avec le genou. Et il se trouve qu'en fait, quand on fait des chronos sur des circuits qu'on connaît malgré tout par cœur, eh ben, ils nous mettent à l'amende avec le genou. Donc on se pose des questions, on essaie de s'adapter, d'évoluer, mais c'est pas facile quand tu as roulé pendant 15 ans avec le pied de se remettre en question, de changer son pilotage. Voilà, c'est ça. Mais c'est vraiment très intéressant de voir ça. Nous, on a connu les pilotes de Grand Prix, Ouais. Eddie Lawson, Kevin Schwantz, André Malherbe, Sylvain Geburts, qui était en Grand Prix 500 de motocross, JMB. Ces gens-là, ils sont venus au circuit Carole, ils se sont affrontés. Donc, ils faisaient de la vitesse, ils faisaient du cross, et il y a toujours eu cette bagarre. Le supermotard, Germain, ça vient des États-Unis. Oui. Encore une fois. Ouais. Tu t'es un peu infusé toutes ces archives-là? Ouais, j'ai regardé. Alors, au début, c'était exceptionnel comment ça a été exponentiel, la montée du supermotard aux États-Unis et après en Europe. Mais là, par contre, aux États-Unis, c'est un petit peu redescendu. On a un championnat au niveau du championnat européen ou mondial qui est supérieur à celui des États-Unis parce que l'engouement et la ferveur est redescendu. Maintenant, ouais, j'ai déjà vu des compétitions aux États-Unis qui étaient représentées avec l'organisation des X Games auxquelles j'aurais rêvé de participer. Maintenant, c'est plus de ma génération, ils ne le font plus. On a vu des grands pilotes rouler comme Travis Pastrana et tout. C'était pour moi génial et je pense que ça a été des éléments clés à faire décoller cette discipline. Mais maintenant, ça ne l'est plus. En tout cas, c'est l'effet inverse ici. Je suis allé aux X Games, justement, en Californie. Ouais. Et il y avait Travis Pastrana qui ouais. roulait non seulement en Supermot, puis j'ai roulé avec la Subaru. Donc c'est assez particulier puisqu'il avait le pied gauche cassé et il s'était fait attacher la jambe gauche avec du gaffeur pour pouvoir... la jambe était attachée, le pied pouvait bouger. Donc, mais on voit dans les images, vous avez des bottes de cross, une combinaison de vitesse, un casque de cross, tout est mixte, des gants de vitesse. Donc, on est au cœur de la mixité, c'est vrai. Combinaison cuir et casque et bottes de cross, quoi. Exactement. Mais ce qui est bien... cross, mais pneus de vitesse... t'as raison, bien sûr, t'as tout à fait raison. Mais ce qui est bien, c'est que depuis que je fais cette discipline, depuis 2013, donc plus 11 ans, je me sens dans un milieu intermédiaire et je me suis ouvert au monde de la moto différemment que quand j'étais dans la discipline du cross où j'étais sur une branche différente. Je me sens comme un cousin des pilotes de vitesse avec qui je peux tenir une conversation intéressante, un cousin du MXGP avec qui je peux avoir aussi une conversation hyper intéressante. Tout à l'heure, on était en coulisses avec Benoît Vincaz. En grandissant, je fais un peu de trial parce que je me rends compte qu'il faut chercher l'adhérence, le grip, utiliser le moteur intelligemment. Et tout ça, c'est pour moi hyper enrichissant et je suis vraiment content d'avoir suivi mon chemin et fait mon parcours dans cette discipline. Un jeune qui veut aujourd'hui, il sait pas faire du cross, il sait pas faire de la vitesse, mais il n'a pas envie de faire de cross et il n'a pas envie de faire de vitesse. Je me suis toujours demandé pourquoi les constructeurs fabriquaient pas des 2,5 équipés en Supermot,
d'origine dans un magasin de moto. Et Ça pourquoi existe en 50. Les 50 Ouais. ils Ouais. vendent des 50 Si on prend les Sherco, les 50 Sherco, elles sont équipées Supermotard. Oui, c'est Voyez, vrai. Dieu fait des 50 Supermotard. On incite les gamins de 14 ans d'avoir des motos de Supermotard, mais en même temps, Et après, ça se termine là. il n'y a plus de relais. À 14 ans, alors achetez-vous des motos de Supermotard Ouais, pour aller rejoindre la petite Béatrice ou les copains dans des villages espacés de leur lieu d'habitation. Ok. Mais après, on fait quoi si le gamin Ouais. il te regarde à la télé sur son téléphone, il Ouais. se dit je veux faire du supermot ou du supermotard, je commence où, je vais apprendre où, c'est pas simple. Accessibilité, je dirais circuit de karting. Bien sûr que c'est pas forcément simple. Il y a quelques constructeurs qui le font, mais minoritaires. Le marché reste petit pour cette discipline entre deux. Le fait est que ça reste à noter que le coût est quand même moins cher que de faire de la vitesse, même si tu achètes donc les équipements et tout. Donc c'est quand même intéressant, ça reste à étudier. Mais bien sûr qu'il faut quand même se pencher sur l'aspect technique et matériel pour pouvoir équiper sa moto. Alors parlons de toi Germain, parce qu'on parle beaucoup du supermotard, mais toi, Ouais. t'en es où de ta carrière? Est-ce que tu as un statut de professionnel? Est-ce que quels sont tes objectifs là? On pourrait considérer que j'ai un statut plutôt semi-pro parce que l'hiver, n'ayant pas beaucoup de compétition, donc j'ai une petite entreprise de mon côté. Et l'été, oui, je fais que ça, ou pratiquement. Et j'ai 32 ans, j'ai mon parcours où j'ai donc de très bons souvenirs. J'ai été titré champion de Ah oui, France tu parles déjà de plusieurs souvenirs, fois. quoi. Ben oui, parce que quand tu as 32 ans, tu es quand même un petit peu obligé de regarder plus derrière que devant. Donc ça, j'en suis Mais en conscient. moto, on peut Mais j'en suis aller conscient loin. que très récemment. Mais c'est la vérité. Voilà, je te le dis. J'ai des bons souvenirs et j'en vais en créer encore. Mais j'ai quelques titres nationaux et un de mes plus beaux souvenirs reste à côté ici au circuit de Carole où en 2021, on a été donc champion du monde par équipe chez nous. Et oui, Sur le eh circuit oui, de la eh oui. Fédé, avec tout le monde, les Supermotard Français. des nations. Ouais, c'était exceptionnel. Voilà, ça en fait partie. Il y en aura d'autres, j'espère. Mais voilà, je suis très content de faire cette discipline, d'œuvrer dans ça, quoi. Alors, Vas-y, Pascal. Vas-y. t'as vraiment une tête de surfeur quand même. Ouais, mais c'est Hein. pour ça, j'étais bien au Wills la semaine Ouais. dernière, peut-être. Non, mais je veux dire C'est pour que ça qu'on t'as- s'est croisés là. Ouais, non, mais t'as une bonne tête de gamin sympa, quoi, de gamin agréable. Je me dis effectivement, est-ce que tu fais du surf? Mais regarde, je surfe déjà sur l'asphalte, tu vois pas les images. Et- Mais oui, j'en fais aussi, Ouais. ouais, accessoirement, j'en fais aussi un petit peu. Ouais, donc Sur la voilà, neige donc- et sur l'eau. Ah, En tout sur cas- la neige. en tout Sur cas, la neige j'essaie. parce que tu vis à la montagne, hein, je crois. Exactement, je vis dans la station de ski des Arcs, donc forcément l'hiver, quand Allez, j'ai un te petit peu rejoindre à plus faire de un peu temps. de snowboard. Avec ouais, plaisir, ouais. venez. Ouais. Ouais. La glisse, ça fait partie de l'ADN du supermotard, mais tu parlais de changement de pilotage. C'est une discipline qui évolue énormément et c'est pas forcément synonyme de performance, la glisse. Non, exactement. Comme je vous expliquais quand on a mentionné le pilotage qui se rapproche de ceux de la vitesse avec le genou, la façon de relever la moto tôt, de la laisser droite, on est de plus en plus en train de balayer cette glisse qui, malheureusement, c'était super sympa parce que c'était spectaculaire et ça faisait le caractère du C'est le supermotard. spectacle, c'est On est chambon, d'accord. c'est- Voilà, c'est ça. voilà. Mais c'est pas toujours le cas quand même. Il y a certains virages et certaines pistes qui s'apprêtent mieux Qui se prête à la mieux à glisse. ça, ouais, Voilà, ouais, exactement. Mais c'est pas toujours le cas. Mais si on regarde globalement, on va tendance à éviter la glisse pour pouvoir garder la vitesse, garder le grip et c'est plus efficace en termes de chrono. On l'a prouvé pour. Eh, c'est dommage, presque. Bah ouais. Ça devrait être obligatoire de glisser pour le spectacle. Non, mais le Parce que c'est supermotard n'est pas fabuleux. mort. Il Non. y a certains virages où on est bien obligé de la mettre en glisse et de la placer pour se donner la place de tourner. Ouais, parce qu'on adore voir ça. On Ouais, adore ouais. voir ça, vous voir en travers, là, c'est un spectacle merveilleux. Y compris et sur glace, tu... Sur glace aussi, oui, j'ai fait le trophée Andros T'as fait le plusieurs trophée années Andros, jusqu'à forcément. presque la fin. Ouais. Et j'ai de bons souvenirs aussi, on a bien rigolé. J'ai même été faire les 30 ans du trophée Andros, je ne sais pas si vous vous souvenez, au Stade de France. Oui, bien sûr. C'était sorti de Covid 2020-2021. C'était exceptionnel et j'ai beaucoup aimé. Ouais, ça m'a aussi appris à utiliser les pneus différemment parce que pour le coup, sur la glace, la moto ne tient que quand tu freines ou t'accélères. On a une moto qui est très souple, mais quand tu freines, tu mets donc le poids sur l'avant, les clous mordent et quand tu accélères, elle mord aussi. Il y a un entre-deux où ça grippe pas trop. Et c'était super sympa d'apprendre la glisse et d'apprendre à faire de la moto sur glace. Tu nous as dit pendant l'intermède, Germain, tu aurais aimé naître il y a 30 ans, pourquoi? Par rapport à tout ce qu'on a évoqué, peut-être que bon, ma discipline était encore plus médiatisée à cette époque-là, elle était encore plus populaire.
Et il y avait un engouement différent, donc je crois que ça aurait pu être sympa de le vivre. Maintenant, on ne sait pas, maintenant je suis là et c'est comme ça. Exactement, je me fais plaisir, ça c'est le principal. J'évolue dans un milieu où je fréquente des gens qui sont sympas et je suis très content, mais quand je vois tout ça, ça m'aurait plu d'essayer. Ouais. Merci Germain, et puis merci à toi. On essaie de se retrouver bientôt. Avec plaisir. Avec plaisir Merci à partager. Merci Germain. À bientôt. Suite de mes aventures, je retrouve Jimmy. Jimmy, tu m'avais dit qu'il y avait une petite surprise. Où sommes-nous? Alors, promis, une petite surprise que je voulais absolument te faire découvrir. Bidart, c'est mon village natal. Tu vois, il y a un lien. On retrouve devant cet endroit un peu atypique un Forza, il y a du 3C Moto, il y a du Ona Pilota. C'est cette entreprise, cet artiste, c'est 2 frères, 2 joueurs de pelote avec qui j'ai joué quand j'étais à l'âge de 6 ans, qui sont devenus professionnels et qui aujourd'hui en plus ont une spécialité qui n'existe plus, des artisans du monde de la pelote basque. Donc si tu veux bien sûr, je vais te faire voir le cœur de la pelote basque à Bidart. Allez, c'est parti, je te suis. Allez. Bonjour Bati. Bonjour Bachi, ça va? La forme? Ah oui, on se fait la bise, allez. Ona Pilota, un personnage qui s'appelle Pachita Moedegui, un coéquipier depuis l'âge de 6 ans dans le domaine de la pelote basque et aujourd'hui artisan avec son frère de manière quasiment unique dans la région. Donc c'était vraiment la personne que je voulais te faire rencontrer et son univers. Du coup, la pelote basque, en fait, ça regroupe beaucoup d'instruments pour jouer à la pelote basque. Il y a des raquettes en bois, vous voyez, vous pouvez voir ici. Il y a 2 raquettes, vous voyez, on peut jouer à la main aussi, et il y a la famille des chisteras. Ce que tu tiens à la main donc. Chistera, voilà, c'est ce qu'on fabrique ici nous dans notre atelier, donc ça se fait à la main. Et donc c'est très sympa à jouer, et d'ailleurs Jimmy est un très grand champion de cette spécialité-là. Mais il paraît que toi aussi, non? Oui, mais c'est un peu grâce à lui, j'ai suivi ses traces. Cet instrument-là, on peut envoyer la pelote, le record c'est 313 km/h, donc c'est l'instrument le plus connu. On peut voir tous les aires de jeu pour jouer à la pelote basque. Ça c'est le fronton place libre qui est un peu partout ici dans les villages. Qu'on retrouve souvent dans les villages. Tout à fait, par exemple à Bidart, vous avez la mairie, l'église et le fronton, donc c'est assez emblématique, ça fait partie vraiment de notre culture et le fronton extérieur. Donc du coup ensuite vous avez le trinquet, donc ça c'est une autre aire de jeu où il y a 4 murs, vous voyez. On peut toujours taper sur le mur de face, voilà, et céder donc du mur de gauche, du mur de droite. Ensuite il y a une autre aire de jeu qui s'appelle le mur à gauche, voilà. Donc là un mur de face, un mur à gauche et un mur au fond, et une ligne à droite qui délimite la fin de la zone. Donc on peut jouer à la pelote basque dans toutes ces aires de jeu avec des instruments différents et des pelotes, les pelotes c'est les balles, différentes. Donc il y a autant d'instruments que de pelotes, j'imagine. Tout à fait. Donc là tu peux voir, par exemple, ça c'est la pelote qui est spécifique pour jouer à la main nue. Okay. Donc elle est assez molle, tu vois, elle rebondit un peu mais pas trop. Voilà, c'est fait vraiment pour frapper avec la main. La pelote pour jouer avec ce chistera là, donc on commence avec des bandes de latex qu'on roule sur elles-mêmes, vous voyez, pour faire grossir ce noyau, pour arriver à un noyau de latex comme ceci. Ensuite on met de la laine, un premier cuir et un dernier cuir. Tu vois, on part d'une branche de châtaignier, okay. On la coupe en 4, on va faire 4 baguettes. Donc là à partir d'une baguette, on va cintrer cette baguette là pour arriver à faire un arceau. Ensuite il va falloir mettre les gabarits qui vont donner la forme du chistera. Et ensuite il faut tresser le chistera. Donc on le tresse avec de l'osier. Donc c'est vrai que rien que monter le chistera vous avez 9 heures. Et pour le tresser il faut 15 heures. Donc au total il y a 25-30 heures de boulot pour faire un chistera. Et du coup maintenant que tu en sais un peu plus, on va aller essayer ce fameux chistera. Allez, je te suis, on y va. David, à tout à l'heure.
Nous sommes de retour sur le plateau de Power Sport News et derrière nous des images de trial toujours très impressionnantes, discipline extrêmement spectaculaire. Et avec nous, nous avons l'un de ces artistes acrobates sportifs, comme on dit, Benoît Benquez. Salut. Bonjour. On dit comment? Benoît Benquez. Et quel trialiste oui, les trialistes, c'est ça, sportifs, trialistes. Et voilà, on pratique ça avec une moto forcément, mais une moto pas comme les autres. Ouais. Alors, Pascal, toi, tu as déjà assisté à des trials? Oui, alors j'ai même plus que ça, puisque dans une autre vie, quand j'étais mécanicien, je travaillais dans un magasin de moto où on faisait Bultaco et Montesa. Donc à 14-15 ans, j'étais déjà en essai dans le petit terrain vague qui est à côté, sur des quotas 123, et ainsi de suite. Ce qui fait que je connaissais le trial par rapport à ça. Puis après, les partenariats Sherco et autres. Donc, carton plein, hein, le trial indoor, ça fait, les gradins sont pleins, il n'y a plus de place à vendre. C'est une discipline qui fonctionne très bien. Alors, il y a Bernard Estripo derrière, mais il y a votre spectacle. Oui, c'est sûr. Il y a Bernard Estripo qui fait vraiment un très bon travail de par son expérience. Il a, je pense, au moins 40, même plus, beaucoup plus, trial indoor à son actif. Mais c'est une discipline qui plaît parce qu'il y a déjà le fait que c'est de la moto, c'est impressionnant, on va être perché à des hauteurs qui sont vraiment incroyables. Mais en plus de ça, il y a vraiment un spectacle de son et de lumière autour. Enfin, vraiment, on vient pour passer un bon moment et voir un show plus qu'un spectacle moto. Les familles viennent. Les familles viennent. Même ceux qui ne sont pas fans de moto. C'est sûr, puis c'est pas un sport motorisé qui fait non plus énormément de bruit, comme on peut le voir au Supercross de Paris, ou si on n'a pas des boules caisses lors d'un départ. Enfin, pour nous, ça nous plaît parce que ça nous fait vibrer ces sons de moteur. Mais il y a des familles et des personnes à qui ça ne plaît pas forcément. Et donc pour ça, le trial indoor, c'est que ça ne fait pas énormément de bruit. On peut apprécier vraiment le spectacle. Alors, Benoît, on a eu le mois dernier le plaisir d'accueillir Jean-Pierre Goua. On voulait lui demander les règles du trial, mais il a vite dérivé sur Hollywood. Il est comme ça, Jean-Pierre. C'est les tournages, Batman, James Bond. Alors, je plaisante. Très, très, très sympa, Jean-Pierre, mais j'aimerais que tu nous rappelles les règles du trial. Alors, les règles ont bien changé, je pense, depuis son époque. Mais en gros, sur un format donc X-Trial, un championnat du monde, on a 2 tours à faire. Oui. Un premier tour avec 6 zones, 6 minutes. Donc 6 zones, une zone, on a des modules qui sont superposés. On les voit derrière. Et voilà, on peut les voir derrière. On doit franchir cette section, donc on va dire une zone de béton, puis après on va se diriger vers une zone de bois, une zone de caisse métallique, voilà, toutes sortes de modules, on peut monter sur n'importe quoi en fait. Donc c'est divisé donc en 6 zones, 6 minutes, et ensuite le deuxième tour, c'est toujours 6 zones, mais en 5 minutes. Donc là ça devient très difficile physiquement. Le temps compte, c'est-à-dire que si le temps s'arrête et qu'on est au milieu de la dernière section, on prendra un échec. Et alors, quand tu poses le pied, c'est toujours valable, c'est une ça, faute. Exactement. Oui, comme on peut le voir derrière à ce moment-là, j'ai posé le pied, donc c'est considéré comme 1 point, 2 pieds, 2 points, 3 pieds, 3 points, et le pied suivant, c'est un échec. Donc c'est considéré comme une chute ou comme un et quand tu chutes, tout est remis à zéro. Quand on chute, on a 5 points de pénalité, et donc après, c'est le cumul de tous les points sur ces 6 zones qui font un classement. On n'a pas le droit de refaire la zone, même quand on est tombé, on n'a pas le droit de la refaire. Exactement. Si on est tombé, on va directement à la section suivante et puis on enchaîne les difficultés. C'est pour ça que c'est difficile aussi dans un format très court comme ça de 6 minutes. Quand on prend un échec et un deuxième, de faire allez, on se fait un petit reset mental et on repart sur de bonnes bases. Et sur un format comme ça, c'est vrai que c'est assez difficile. Et c'est un vrai spectacle compréhensible pour le public. C'est un show. C'est compréhensible que ça fasse carton plein et que ça se fasse à guichet fermé. Ce spectacle, il est addictif ou toi, tu préfères le free trial? Moi, personnellement, je préfère vraiment cette discipline, donc le X-Trial qu'on retrouve en intérieur. Parce que le trial se pratique aussi en extérieur, donc sur des zones complètement naturelles. Mais moi, je préfère vraiment cette formule parce que, premièrement, j'ai toujours performé là-dedans. J'ai fait plusieurs podiums en championnat du monde. J'ai terminé 4 saisons de suite à la 4e place, donc vraiment au pied du podium. Et j'ai envie d'y monter sur ce podium au classement général. Mais donc déjà, en termes de performance, je préfère. Et ensuite, voilà, c'est toute une notion de show. On a 5 000, 6 000 personnes. Barcelone, il y a 12 000 personnes qui sont vraiment… Enfin, les gens sont un appui pour nous parce que il y a une question d'équilibre. C'est pas vraiment un spectacle très rapide où on n'a pas le temps d'attraper les petites atmosphères extérieures. Donc, on est vraiment en équilibre devant notre rocher.
Et là, bon, on a une petite crainte aussi, parce que des fois, on peut être perché à 3 mètres de haut avec un module où on a tout juste la place de la moto, et puis d'un coup, il y a toute une salle qui peut se réveiller derrière nous, faire du bruit, nous encourager. Et là, on se dit, t'encourages en France, ah ouais, en j'espère. France, je suis le seul donc, français à être sélectionné à chaque fois au championnat du monde, donc les gens s'identifient à moi. Et c'est incroyable, quand je peux vraiment me sentir porté, et bon, toutes les peurs forcément s'écartent et j'oublie tout. Et puis j'ai envie de monter cet obstacle pour faire plaisir aux gens. Donc non, j'apprécie vraiment cette discipline. Tu habites dans quelle région? Moi je suis à côté de Draguignan, donc dans le Var. D'accord. Et tu as toujours pratiqué le trial? J'ai toujours pratiqué le trial. Je suis né à Chambéry en Savoie. Donc mon père faisait du trial en tant que vraiment qu'amateur. J'ai attaqué la moto et donc quand j'avais 8 ans. Et de là, il m'a dit, bon, bah, mon garçon, c'est quand même un beau cadeau pour un gamin de 8 ans. Donc, on va pas l'en faire de temps en temps le dimanche pour s'amuser. Donc, voilà, il m'a dit, si je t'achète une moto, c'est pour devenir bon et on va travailler pour. Et moi, oui. Ouais, t'en demandais pas tant. Non, j'en demandais pas tant. Et puis, donc, de suite, j'ai accroché et j'ai réussi à tenir cette rigueur. Et parce que, voilà, comme n'importe quel sport, il faut s'entraîner, il faut avoir de la rigueur, faire des sacrifices. Et j'ai jamais perdu en motivation et voilà, je suis toujours là aujourd'hui. Tu fais que du trial ou de temps en temps, tu as envie de... Et tu te prends une moto de cross ou tu essaies une moto d'enduro? J'aimerais bien de temps en temps, mais ça m'est interdit par ma marque, donc par Sherco. D'accord. En termes de risque, c'est pour pas avoir de blessures forcément. Déjà que c'est un sport à risque, le trial. Et si en plus, voilà, je vais pratiquer d'autres disciplines qui sont aussi à risque. Donc non, ça m'est interdit dans mon contrat. Tu as un contrat qui t'interdit de faire des sports à risque comme la moto, par exemple. C'est le paradoxe. Ou que ce soit le ski. Parce que ou quand tu es à 6 mètres de haut, c'est pas un risque, peut-être. Non, mais bien sûr. C'est compréhensible. On va en reparler du risque, Benoît, mais j'ai une petite question sur les motos. Quel type de moto tu utilises? Sherco, c'est la marque française. Exactement. Bien sûr. Quelles sont les spécificités de cette moto? Alors, c'est des motos qui sont, contrairement à l'enduro qu'on peut voir plus souvent forcément, c'est une moto très légère, donc 70 kg. On n'a pas le droit de descendre en dessous, c'est les règles du championnat du monde pour freiner entre guillemets un peu le progrès de la discipline. Et voilà, une moto qui a des suspensions très réactives, un embrayage très réactif également, pour pouvoir se propulser sur les modules, des rapports assez courts, et pas de selle. Forcément. Et pas de selle. On ne s'assoit pas sur cette moto. La pression des pneus, La très pression importante. des pneus est assez basse. Ouais. Suivant les terrains, si c'est humide, sec, c'est un terrain plutôt accidenté ou de la terre. Enfin, les pressions varient, mais généralement entre 300 grammes et 375 grammes. Voilà. Tu connais bien Sherco, Pascal? Et nous, on connaît bien Sherco. Hein. Donc, de fait, qu'on soit partenaire de cette marque. Pourquoi? Parce que c'est une marque française. Le premier lien entre la marque Motul, qui est une marque française, et la marque Sherco, c'est ce lien avec la partie, non pas forcément patriotisme, mais c'est le dernier constructeur français que nous avons. Et j'ai vu dans la dernière présentation, on rajoutait le drapeau bleu, blanc, rouge sur différents logos et différentes matières de présentation. Les risques, tu y penses? Vous êtes très haut. Est-ce qu'il y a des risques de blessures? Forcément, il y a plus de risques que si je suis assis dans mon canapé, forcément. Mais c'est pas les mêmes sensations. Mais non, on est quand même protégé en trial. Faut pas avoir le vertige. Faut pas avoir le vertige. Faut pas trop y penser. Faut faire abstraction de tout et imaginer que tout est plat forcément. Et puis après, ça va beaucoup mieux dans la tête. Mais non, on a quand même une protection dorsale. En fait, on a besoin d'une liberté de mouvement en trial. Mais on oui, peut le parce voir que sur les images. On est tout le temps en train de faire circuler la moto. Liberté exactement. de mouvement que vous devez avoir et la protection. Exactement. Vous pouvez pas avoir de collier cervical, par exemple. Non. Donc on a des protections, mais qui sont assez fines et assez légères. Protection dorsale, genouillère. Certains mettent les coudières. Mais le casque forcément, mais qui n'est pas intégral. Mais le nombre qui se sont arrachés, comme le jeune Gabriel Marcelli, qui est dans le top 3 mondial maintenant, il a eu quand même 35 opérations du visage. Donc c'est des choses qui font réfléchir. Enfin, moi en tant que pilote, ça fait réfléchir. Vous avez un helper quand même qui tient la moto? Oui, sûr. Voilà, pour repartir en arrière, on va dire, au lieu de se prendre la moto sur la tête, on a un suiveur, on appelle ça. Un suiveur, ouais. Qui rattrape la moto et ça évite surtout la casse mécanique, on va dire. Qu'est-ce que tu pratiques pour être doué en trial? Le yoga, la musculation. Qu'est-ce qu'un trialiste pratique pour être aussi souple, pour se tordre dans des c'est vrai, la souplesse, des positions qui sont terribles. Tu vas à la piscine, tu fais du basket. Qu'est-ce qu'on peut conseiller à un jeune
qui veut performer dans le monde du trial? Quel est le... Et c'est vrai que la partie physique en trial est assez difficile à aborder parce qu'il faut être complet dans tous les domaines. On va dire un basketteur, il faut qu'il soit tonique et avoir une extension de malade. Je ne m'y connais pas beaucoup en basket, mais... Ouais, mais t'es grand. Mais en trial, il faut avoir vraiment de la puissance pour tenir cette moto et aller chercher des adhérences. Et donc, il faut vraiment arriver à appuyer sur les cale-pieds. Il faut avoir une explosivité donc pour bondir très rapidement ou pouvoir se rattraper dans n'importe quelle situation. Donc déjà, on a 2 domaines qui sont complètement à l'opposé et qui sont déjà très difficiles à travailler. Ensuite, il faut avoir une grande souplesse, donc ça part forcément ça passe par des étirements et tous les jours, quotidiennement. Moi, j'ai 1 heure de stretching le matin pour me mettre en jambes et 1h30 le soir après les entraînements. Merci Benoît, merci d'être venu sur le plateau de Power Sport News nous expliquer le trial et le trial indoor, le X-Trial en particulier. Exactement. On va suivre tes exploits, on te souhaite le podium. Et puis, tu as déjà un titre tu es vice-champion du monde? Oui, j'ai été plusieurs fois vice-champion du monde avec l'équipe de France. Voilà, c'est ça. Et ensuite, en championnat du monde, j'ai déjà fait des podiums, mais jamais au classement général. Et ce serait mon but on te le souhaite prochainement. On va suivre ça. Merci Benoît. Merci Benoît. Pascal Merci pour tes questions extrêmement pertinentes sur le trial. On va peut-être en essayer une. Oui. Electric Motion, j'ai essayé, c'est super. Qui on est partenaire également. Voilà, et nous on va retrouver Blandine qui est toujours sur les côtes du Pays Basque. Allez, donc maintenant on va essayer la spécialité de la cesta puta. Ok. On va voir si tu te rappelles tous les petits détails que je t'ai dit à l'atelier. Ça va être à toi de jouer. Tu avais fait quand même. Bien sûr. Alors, du coup, donc il va y avoir le premier geste, c'est le coup droit. Donc c'est lorsqu'on rattrape avec la pelote côté droit ici, on fait ce geste-là. D'accord, ça... faut plus l'arrêter. On a le droit de faire 3 pas. Donc tu vois, la pelote elle arrive, on la réceptionne à la pointe, on revient ici, et ensuite... Allez, on accélère d'en bas, poignet bien ouvert. Allez, ça va le faire. 1, 2. Ouais! Bravo! Oh, attention, la pelote est dure. Elle est très dure, oui. David, petite pause déjeuner à la brasserie des Motards. Je suis avec Fredo, le patron du restaurant. Oui. Merci de m'accueillir. Dis-nous un petit mot là. C'est hyper atypique, c'est super sympa. D'où te vient cette décoration passionnée de moto peut-être? Oui, passionné de moto, de sport automobile aussi. Et puis la présence des concessionnaires moto autour de chez nous nous a permis de faire un établissement en fonction de nos collègues des motos. Et donc on a essayé de trouver le meilleur compromis pour que ça ressemble à un bar de motard. Il y a une petite spécialité par ici ou Pas vraiment, on travaille beaucoup les produits du pays, les assiettes ibériques, ainsi de suite, les poissons de Saint-Jean-de-Luz, vraiment les choses de proximité. Alors, où est-ce qu'on peut te trouver? Où se situe le restaurant? On se situe au village des motos, à Anglette, à la zone de Maignan. Ok, super. Merci. De retour sur le plateau de Power Sport News, on va parler culture maintenant. Et oui, ce n'est pas incompatible avec la moto. Avec nous, Johan Genouvrier, l'auteur. Oui, tout à fait. L'auteur de ce livre qu'on découvre derrière nous, Full Moon Races. Johan, on te connaît comme journaliste. Ouais. Maintenant, tu es romancier. J'ai écrit mon premier roman. Je ne suis pas forcément romancier. Je reste journaliste quand même. Tu restes journaliste. C'est vrai que quand tu vas dire culture, les gens vont me voir, ils vont tout de suite avoir peur, quoi. Donc, premier roman, on reste. Non, mais la dernière fois qu'on s'est vu, c'était à une séance de cinéma, donc on est dans la culture. Tout à fait. The Bike Riders. The Bike Riders, un super film que je conseille à beaucoup de monde. Ouais, de Jeff Nichols. Oui, les fans de moto et aussi le grand public.
Ouais, avec Norman Reedus qui joue dedans, Norman Reedus qu'on a vu aux 24 heures du Mans. Voilà. Alors moi je le connais celui-là, mais je n'imaginais même pas qu'un jour il puisse écrire un livre. Donc, Johan. Ouais, Johan. Donc, comme quoi on peut découvrir à travers les gens une multitude de choses. Johan, t'es essayeur avant tout? Ouais, plus journaliste que essayeur. Journaliste Enfin, je fais tout essayeur. en fait. Je fais un peu comme toi, un couteau suisse, quoi, comme on dit. Donc tu as été dans plusieurs magazines, lesquels? Le dernier c'était Freeway. Ouais, j'étais rédacteur en chef de Freeway. Je m'occupais du 2 roues sur Automoto. J'étais rédacteur en chef de Petrolhead, juste après toi. Rédacteur en chef de Génération Moto pendant 12 ans. D'accord. Et là, comment je pourrais dire, je suis arrivé au bout d'un projet. Pour faire simple, je l'ai écrit pendant un confinement. Le confinement, c'était le lendemain de mes 40 ans. Et je me retrouvais, donc j'écrivais Petrolhead du jour au lendemain. Tu t'es dit, j'ai pas assez de travail, je vais écrire un livre en plus. Non, mais confinement, donc du coup les magazines ne sont pas sortis. Du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Moi, il faut que mon cerveau travaille, hein, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Il faut que le cerveau travaille. Donc je me suis dit, j'ai 40 ans, qu'est-ce que je voulais faire dans ma vie que j'ai jamais fait? Écrire un roman, me faire un Iroquois et apprendre la guitare. Et j'ai fait les 3. T'as fait les 3? Ouais. Tu sais jouer de la guitare? Ouais, je commence un petit peu à me débrouiller, mais bon, je suis pas un pro. Hein. On va venir te filmer chez toi. Et je vous montrerai pas de photos de l'Iroquois aussi, hein, parce que... D'accord. Alors, on est en été, on va aller sur la plage. Allez, vends-nous ton livre. Je vous vends le livre. Eh bien, ma chère Pour lire Maryse, sur la plage. Ouais. Ça tombe bien, on a Pierre Bellemare. C'est parfait. C'est parfait. Merci, Johan. Merci, Johan. Mais alors, je me suis inspiré de toute la culture que j'aime. Johnny chantait la musique, moi je chante la culture. La passion pour les cafés racers, la passion pour la culture des clubs, tout ça, tout ce qui est club de bikers. Alors, moi j'ai écrit ça il y a 2 ans et demi. Je l'ai finalisé l'an dernier. Et ce qui est drôle, c'est que ça revient à la mode, hein, on l'a vu avec The Bike Rider. Et l'idée, c'est autour des motards. Exactement. L'idée, c'est quelque chose qui mélange un peu tout ce que j'aime. La musique, un peu de rock, la musique, la moto, les courses, le côté un petit peu sexe et rock'n'roll de cet esprit motard. Et pour faire simple, il y a des courses qui sont organisées à chaque... Ah ouais, je la refais. Il y a des courses qui sont organisées à chaque pleine lune, d'où la Full Moon Races, les Full Moon Races. Et donc ces courses sont l'occasion pour tous les clubs de se rencontrer et en marge de faire quand même pas mal de business. On demande à un journaliste, donc je suis allé chercher très très loin, hein, j'ai eu beaucoup d'inspiration, à un journaliste dans un magazine très typé rock, un peu comme Rock and Folk. Qui est ici, hein? Oui, qui est chez vous, de faire une enquête sur ces clubs. Donc c'est un journaliste qui parcourt le monde pour faire beaucoup d'enquêtes de fond, ce genre de trucs. Et à la base, il fait juste ça pour mettre en lumière comment ça se passe. Et c'est là qu'il découvre que, en fait, dans ces courses, il y a énormément de mise au point au niveau des trafics, au niveau du business, de la culture underground, on va dire. Il se retrouve propulsé dans le gang. Et là, le leader du gang, qui s'appelle Mickey, qui est un personnage charismatique, va mourir dans des conditions un peu obscures. Et donc lui va intégrer le club et va mener son enquête. Et au fil de l'aventure, il va tomber un peu amoureux de la sœur de Mickey et il va trouver une seconde famille et donc voilà, il va se retrouver dans un... C'est pas Minnie. Comment? La sœur de Mickey. Alors ça c'est très très bon. J'étais obligé. Très très bon, d'autant que c'est un peu... On voit que tu viens de Vesoul, parce que Minnie, c'est pas la sœur de Mickey, c'est sa petite copine. Donc voilà, il y a une petite confusion. Ouais, petite confusion. Ça fait longtemps que j'ai pas relu des Mickey. Mais en tout cas, Mickey les yeux bleus, pour ceux qui ont les références, c'est pas mal aussi. Pascal, les polars, t'aimes ça? Moi, j'aime bien les regarder à la télé parce que j'ai pas le temps de les lire. Mais par contre, j'ai rencontré ce garçon qui est avec nous, donc Johan. Une chose est certaine, c'est qu'on a fait plusieurs émissions ensemble. Je l'ai écouté, j'ai vécu auprès de lui sur des interviews. On a passé un bon moment ensemble, David et autres, avec l'équipe. C'est un garçon attachant, qui a beaucoup d'humour, qui prend la vie, je dirais, avec... non pas, je dirais, de la facilité, mais qui est conscient de plein de choses. Et ça m'invite, te connaissant, à lire le livre.
Eh ben voilà, pour cet été, sur la plage cet été, il va falloir te poser un peu cet été, Pascal, pour renchaîner les bornes à la rentrée. Oui, on est d'accord, parce qu'il y a beaucoup d'événements à la rentrée. Mais par rapport à ce que je viens de dire, ce côté, quand on est attaché à quelqu'un, qu'on découvre, sur un côté professionnel où on est toujours en train de se montrer des compétences diverses et variées, on n'imagine pas sous son côté toujours à rigoler, toujours à faire plaisir aux autres qui sont à côté de lui, qui sont près de lui et autres. Il écrit quelque chose, écrire c'est pas banal. David, c'est quelque chose que tu connais aussi, l'écriture. Moi j'aurais aimé savoir écrire. Et donc, justement ce livre, on le trouve où ? Alors, il est... je vais y arriver. Ça me trouble beaucoup, ça m'a beaucoup touché ce que tu as dit. Bon, quand tu as dit, on est souvent attachés, je pensais qu'il allait parler de nos soirées, donc je suis content. Je suis rassuré. Celle-là, on la garde par contre. Voilà, donc le Lys Bleu édition, c'est la maison d'édition donc, qui a fait l'honneur. On le trouve en librairie, on peut le commander. En ligne, tu tapes Full Moon Races, le Lys Bleu édition, tu vas le trouver. Il est un peu partout, il est à la Fnac. Il s'affiche même sur l'écran. Voilà. Et ben nous, on sait ce qu'on va lire cet été, Pascal. Ouais. On sait qu'on va lire Full Moon Races, le Lys édition, le Lys Bleu. Le Lys Bleu édition. Donc voilà, à commander. Merci, Johan. Tu as l'idée de ton prochain roman déjà ? Je voulais faire Oui à la plage, mais ça existe déjà. Et non, j'ai vraiment un pitch. J'ai écrit un deuxième pitch. On verra si j'ai le temps, parce que j'ai pas mal de choses à faire comme toi, comme Pascal. On verra. Faut penser à rouler toujours. Aussi, hein. Faut penser à rouler. T'inquiète pas. Voilà. Non, il y aura toujours un peu de sexe, un peu de rock'n'roll, un peu de moto, beaucoup de moto, et voilà, c'est tout ce que j'aime. David, les gens qui écrivent des livres, comme ils ont énormément de mal à les lire, dans toutes les émissions que je vois, ils ont toujours des bouquins sur la table. Et puis, attends, le meneur de l'émission qui dit « Oh bah, si cet été, vous savez pas quoi là », et il distribue à tous les crevards autour de la table qui disent qui récupèrent le livre. Et même des gens immensément riches, ils sont là, tendent la main pour récupérer le bouquin. T'es en train de me dire que j'ai pas ramené le bouquin ? Parce qu'il y a des billets dedans. T'es en train de me dire que j'ai pas ramené le bouquin, que c'est toi en fait qui veux le gratter. Non, mais merci Johan. Merci. Avec plaisir, merci à vous surtout. Merci Johan d'être venu. Nous, on va retourner dans la contre-culture, une autre contre-culture du côté de Biarritz avec Blandine. Allez, à tout de suite. Jean-Luc, c'est incroyable, on est à Espelette, une ville charmante. Dis-nous, quelle est l'histoire de cette petite ville ? Espelette, c'est une ville assez importante au Pays Basque puisque c'est la capitale mondiale du piment d'Espelette. Donc le fameux piment que vous voyez, que tu vois accroché, donc en train de sécher sur les façades des maisons. Voilà. Donc c'est bien l'identité d'Espelette, on retrouve ça. Et il faut savoir que donc pour la petite histoire, Espelette, le piment est arrivé au Pays Basque au XVIe siècle par le biais d'un navigateur espagnol qui l'a ramené. Et du coup, il est entré en communion avec ce pays et ils l'ont cultivé. Et d'abord, ils s'en sont servis dans la médecine et après, très vite après, dans la cuisine. Pour conserver et aromatiser la viande. Donc là, les piments qu'on voit accrochés aux maisons, ce sont des piments qui sont en train de sécher, c'est ça ? C'est ça. Donc le piment est cultivé tout l'été. Il mûrit au soleil et donc il passe de vert à rouge. Et quand il est rouge, donc on le cueille et ensuite après on le fait sécher, voilà comme ça au soleil et donc sur les devantures des maisons. Il me semble qu'on a une prochaine étape à faire. C'est la surprise ? Écoute, c'est la surprise. Prenons les motos et on est parti. Bon, alors là tout de suite on est dans une cidrerie basque. Jean-Luc, normalement ça vient pas plutôt de Bretagne le cidre.
Ben non. C'est vrai? Ben oui. C'est du Pays Basque, le cidre. Alors explique-nous comment ça se passe au Pays Basque. Très bien, ça se passe très très bien au Pays Basque, au niveau du cidre. Non, c'est originel au Pays Basque, le cidre. Et donc le cidre, après, est parti donc du côté de Normandie et de Bretagne. Mais originellement, le cidre vient du Pays Basque. Alors visiblement, il y a l'air d'y avoir une pratique un peu particulière. Explique-moi un petit peu. Bien sûr. Ben, écoute, le cidre, donc on va percer cette barrique qui contient du cidre et on va aller chercher le jet de cidre de bas en haut pour l'hydrater, pour l'oxygéner. Ok, tu nous montres? Ouais, bien sûr. Allez. Allez, c'est parti. Il a un goût particulier, mais c'est pas mal. Hein. Bon, allez. Jean-Luc, après cette belle journée, on dit santé. Alors en basque, on dit Osasuna. David, à plus tard. Voilà, c'en est fini pour cette émission avec nos invités Germain Vincenot, Benoît Bincaz et Johan Genouvrier. Une émission encore passionnante. Nous, on va retourner en vacances, Pascal, pour quelques jours avant de revenir en pleine activité. En tout cas, merci pour cette émission estivale. Et puis nous, on se retrouve au mois de septembre pour un prochain numéro de Power Sport News. Et pratiquer la liberté sans modération. Merci Pascal. Et puis nous, on se retrouve le mois prochain. Merci Salut à David. tous. Salut.